Sénèque qui disait « les grandes douleurs sont muettes ». Je pense que il s'agit simplement, dans le cadre du temps qui nous est imparti, si j'ai bien compris, et je m'excuse d'avoir été absent hier aux travaux de la commission permanente, de valider le principe d'une nouvelle séance dédiée à la violence. Il est important que les uns et les autres commencions à mettre des mots sur des réalités et que l'on précise, comme vous avez tenté de le faire dans votre allocution, Monsieur le Président, ce qui est véhiculé aujourd'hui, la phraséologie sur laquelle on n'arrive pas à plaquer des réalités. Je vous ai écouté, j'ai écouté attentivement, réécouté attentivement ce que disait Monsieur le Président du Conseil exécutif hier soir lors d'une interview. Il est question, semble-t-il, que nous débattions sur un contexte, je cite, mafieux ou pré-mafieux. Nous sommes une soixantaine ici, j'imagine qu'il peut exister 60 définitions de ce qu'est un contexte mafieux ou pré-mafieux. Je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie, les uns les autres, de tomber d'accord sur cette sémantique au risque de nous perdre, comme ce fut le cas par le passé, dans des termes génériques, tant il est vrai que la violence est multiforme, elle est multisectorielle et donc multifactorielle. Il y a 1000 causes de violence, il y a 1000 violences que nous pourrions dénoncer, et donc il y a 1000 solutions. Et c'est précisément l'écueil qu'il va falloir éviter, celui d'avoir un débat de portée générale qui consiste à condamner et à ébaucher des solutions. Deux autres écueils, me semble-t-il, au nom de notre groupe, et je tiens à signaler, devront être évités. Le premier, vous commencez à amorcer une forme de, sinon de mea culpa, en tout cas de dépassement de ce qui a été un marqueur du début de la mandature, celui qui consiste à convoquer le passé, et ce que vous appelez, dans désormais une formule un peu éculée, les décennies de déshérence. Et je veux saluer vos propos qui, de notre point de vue, se rattachent à l'humilité nécessaire dans ce genre de débat. Il y a eu des élus avant vous, il y en aura après vous. Et je ne connais pas d'élu qui ait essayé de faire au mieux lorsqu'il était à votre place dans l'exercice du fait majoritaire. Et cette approche qui consiste à blâmer ceux qui ont essayé, avec humilité, de répondre à ces problématiques avant vous, et ceux qui, derrière vous, essaieront de faire pour le mieux, je pense que c'est une approche d'humilité qui est de bon augure pour la suite de nos débats. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas arrivé au pouvoir dans des conditions ordinaires. Vous n'êtes pas arrivé dans des conditions d'alternance qui, peu ou prou, gouvernent toutes les alternances démocratiques au monde. Vous êtes arrivé sur une forme de plébiscite, en tout cas avec un niveau de confiance jamais atteint, qui vous conduit à des devoirs. Vous êtes arrivé sur une promesse non pas de changement, mais de rupture radicale. Et c'est en ce sens que nous sommes tentés de parler d'illusion, parce que s'il s'avère que votre exercice du pouvoir se limite à une désillusion, comme l'illusion a été importante, sur ce sujet particulièrement vous êtes attendu. Mais vous ne pouvez pas résoudre cette question seule. Nous devons trouver des consensus sur les questions, et ça commence nécessairement. Et vous commencez à le faire, et c'est heureux. Et notre devoir est de le saluer. De considérer que le vice n'appartient pas à un camp et que la vertu n'appartient pas à l'autre camp. Que le vice n'appartient pas au passé et que la vertu n'appartient pas à l'avenir. La chose publique, l'engagement public, c'est l'expression de la condition humaine. La condition humaine, elle est faite de sa part d'ombre et de sa part de lumière. Elle est faite d'hommes et de femmes avec leurs petites hypocrisies, leurs grandes faiblesses, leur lâcheté aussi, et leur part de vice. Et tout ça ne peut pas appartenir à un camp. Et nous sommes tous traversés, si nous devons l'être, par cette part d'ombre de la condition humaine. Et je crois que c'est le premier point sur lequel il va falloir insister. Le deuxième point sur lequel il va falloir insister, c'est que la logique de solution est une logique partenariale. Est-ce que l'État, à bien des égards, et notamment la justice,
à l'égard de laquelle nous avons historiquement une posture de défiance. Est-ce que l'État, et notamment la justice, a été à la hauteur? Probablement non. Est-ce qu'il s'agit de blâmer le système judiciaire aujourd'hui pour s'exonérer de nos propres turpitudes, de nos propres fautes, de nos propres errements et de la bienveillance que nous manifestons les uns les autres à l'égard de ceux qui fautent? Quelqu'un me dit toujours, vous savez, un des mots endémiques de la Corse, c'est la bienveillance. Pourquoi? C'est Nicolas Diouge qui l'avait très bien analysé dans le Crépuscule des Corses. Nous vivons dans un système tribal, nous vivons dans un système de connaissance et de proximité. Que le premier, etc., jette la pierre. Que celui ou celle d'entre nous n'a pas dans son entourage associatif, familial, politique, amical, un homme qui serait mis en marge des règlements, de la loi, de la vertu, de l'éthique et de la morale, que celui-là lève le doigt et que celui-là jette la pierre. Donc c'est un travail d'humilité auquel nous allons nous associer, évidemment, probablement, je le dis, dans des débats nécessairement publics, mais il y a des choses, à l'instar de ce que nous avions proposé lors du débat sur l'immobilier et sur la pression immobilière, il y a des choses que nous devons nous dire les uns les autres, les yeux dans les yeux. Si nous ne disons pas collectivement ces choses, les yeux dans les yeux, alors le débat sera tronqué. Il sera d'une certaine façon pipé, il sera d'une certaine façon truqué. J'en aurais fini lorsque je saluerai évidemment l'initiative qui me semble à la fois spontanée mais de bon sens d'y associer la société civile qui viendra dans ce débat avec un regard peut-être gênant, peut-être insuffisant, mais qui part, à mon avis, sur des bases de volontariat sain. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui, du reste, ont des trajectoires parfois discutables, mais qui veulent avancer à la faveur de ces trajectoires parfois porteuses d'une part d'ombre. Il y a des hommes et des femmes aussi qui doivent apporter leur contribution. Je pense à des hommes et des femmes qui ont exercé des fonctions électives, des parlementaires, des présidents d'assemblée, des gens qui aujourd'hui ont suffisamment pris de recul dans l'exercice de leurs fonctions électives et qui peuvent apporter une contribution, me semble-t-il, intéressante à ce débat, sans oublier un élément, et pardon d'enfreindre un devoir de neutralité, de laïcité sur ce sujet. Je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie d'associer l'Église, en tout cas les cultes, dans notre réflexion, tant il est vrai qu'ils sont un élément qui appartient à la fois à nos codes culturels et à nos façons d'être, et qui sont constitutifs, en tout cas, du peuple corse, qui de mon point de vue existe, et s'il existe, il est traversé par une histoire, et le christianisme a forgé l'empreinte de cette histoire. Tout ça pour vous dire que si les grandes violences, comme je l'ai dit, sont muettes, c'est Gilles Deleuze qui disait la violence commence là où la parole s'arrête. J'ai presque envie de prendre le contrepoint de cette formule en disant que la violence s'arrêtera là où la parole sera libérée, pour compter sur nos contributions pour libérer la parole.